Très chers téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir votre magazine Expression Libre. Nous revenons, comme nous l'avions promis la fois dernière, avec un nouveau numéro et un invité qui vient pour la première fois pour participer dans ce magazine. Elle s'appelle Madame Solange Mafuta. Elle est vice-présidente de la Ligue des femmes du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Madame Solange Mafuta, bienvenue. Merci. Ok, ensemble avec elle, nous allons essayer de parler de comment fonctionne la structure des femmes. Vous le savez, en République démocratique du Congo, chaque parti politique a une structure des femmes. Alors, avec elle, nous allons essayer de décrypter quelles sont les stratégies mises en place par la Ligue des femmes de Ensemble pour la République, un nouveau parti politique qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Madame Mafuta, est-ce que vous vous sentez quand même à l'aise de travailler à côté des hommes, au-delà d'être membre aussi dans un parti politique? Ça ne me dérange pas du tout. De base, déjà, avant d'être dans la politique, je suis une activiste pro-éveil de la femme au niveau spirituel, au niveau politique et scientifique, parce que ce sont les trois piliers qui ont été détruits lors des différentes invasions et de la colonisation. Donc ça, c'est le travail que je fais depuis 20 ans. Et voilà, Moïse Katumbi a vu mon combat et donc m'a invité à rejoindre le parti. Donc ce n'est pas vous, c'est Moïse qui vous a invité. C'est Moïse Katumbi qui m'a invité, qui m'a vu, qui a apprécié mon combat et qui a dit voilà, moi j'ai besoin de cette femme. C'était pas par conviction. C'était justement, j'ai été séduite, mais je pense qu'on en parlera après, par l'un des piliers les plus importants qui est du parti, qui est la valorisation du capital humain. Donc ça entrait dans mon combat. Donc ça continue à faire de l'éveil, c'est vraiment dans les objectifs de mon combat que je menais en amont. Et j'ai été séduite directement, j'ai adhéré au parti, j'encadre les femmes. Donc, Et aujourd'hui, vous occupez des hautes fonctions. Merci. Nous allons parler de Ensemble pour la République, précisément de la Ligue des femmes. Comment est-ce que vous êtes organisée? Donc nous nous sommes assises entre les femmes cadres de ce parti, parce que vous pouvez bien imaginer, nous avons beaucoup de femmes élues, beaucoup de femmes cadres, des professeurs, des économistes, des juristes. Alors nous nous sommes dit, mais pourquoi nous serions une ligue des femmes banale, comme on voit d'habitude, où les femmes font que chanter, font que de la mobilisation et mettent les pagnes par terre pour faire marcher les hommes. Nous, on ne voulait pas. On voulait que, voilà, que nous... Pensez-vous qu'à l'Ensemble pour la République, vous faites autre chose? Oui, absolument, parce qu'il y a des formations qui se préparent. Vous avez vu à Lubumbashi dernièrement, il y a eu une formation. Donc, on va former les femmes. On va éveiller les ambitions des femmes, parce que les femmes pensent que la politique, c'est une histoire d'hommes. Or, la politique nous concerne tous. Donc, il faut expliquer ça aux femmes. Pendant 61 ans, je pense que les femmes se sont mises en arrière et ont laissé les hommes diriger, d'où, vous voyez, la catastrophe. Je ne suis pas contre les hommes ni contre le travail des hommes, mais je pense que pour les femmes, il est temps qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles fassent ce qu'elles peuvent faire le mieux. C'est de diriger, c'est de s'organiser. Parce que dans les foyers, même dans ce pays, vous voyez que ce sont les femmes qui font marcher l'économie. Donc nous avons 52% de femmes, mais qui sont maintenues dans le silence. Et dans Ensemble, on ne veut pas de ça. D'où la dynamique des femmes pour le changement, parce que nous nous battons pour le changement, justement, dans le parti politique. Voilà. Vous avez plutôt parlé que vous allez faire autrement les choses. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs quelles sont les stratégies que la Ligue des femmes d'Ensemble pour la République va devoir mettre en place pour atteindre même cette femme-là qui est au fin fond, dans le milieu rural? Comment est-ce que vous allez faire? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour les atteindre et de présenter votre vision? Donc tout d'abord, il y aura la structure de la DFC, donc de la dynamique des femmes dans toutes les provinces et au niveau de la diaspora. C'est un travail de titan, mais qui est déjà en train de se faire. Nous aurons une représentante dans toutes les provinces. Donc, à partir de là, nous allons être au courant, nous serons informés de tout ce qui se passe et nous allons trouver des solutions par rapport aux vrais problèmes. On ne va pas inventer des solutions, on va vraiment régler les problèmes selon les échos que nous aurons des bases où seront représentées les femmes de la DFC. Si je comprends bien, une année après
la Ligue des femmes, je sais que vous venez d'être nommé récemment, donc vous n'avez pas encore eu l'occasion d'implanter les partis, d'implanter la Ligue des femmes dans toutes les provinces de la République. Non, pas encore. Pas encore. Les nominations ont été faites au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, depuis là, mai, juin, juillet, donc ça a été, il y a eu les vacances parlementaires, donc beaucoup d'élus sont repartis à leur base. Nous avons été bloqués. Au mois de septembre, nous recommençons à retravailler sur les nominations, sur les structures et sur la manière dont nous allons travailler. La chance que nous avons, c'est qu'Ensemble existait déjà, Ensemble pour le changement existait déjà, donc nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons, je pense, pour le mieux, récupérer toutes les femmes qui étaient déjà d'Ensemble pour le changement, qui se sont battues avec nous, à nos côtés, et travailler, continuer à retravailler avec elles. Voilà. Vous allez continuer à travailler. Alors, vous allez nous dire quelle est la place qu'occupe la femme dans votre parti politique? Parce que nous voulons à ce que le comportement des femmes dans des partis politiques change. Quelle est la place de la femme au sein d'Ensemble pour la République? La première fonction que moi j'ai eue au sein d'Ensemble, c'était conseillère. Avant d'être dans la Ligue des femmes, j'étais conseillère de Moïse Katumbi, chargée des associations et des mouvements. Parce que moi, je parle et j'anime. Donc, voilà, c'est par rapport à ça, quand il a vu mon combat, qu'il s'est dit « Ah, je veux bien qu'elle soit ma conseillère ». Donc, j'ai commencé par être conseillère de Moïse Katumbi, chargée des associations et des mouvements katumbistes, parce qu'il y en a plein dans le monde entier. C'était un travail de longue haleine, mais que j'ai pu mener à bout. Mais vraiment, j'étais satisfaite et je pense que lui aussi, pour qu'il me reconduise à un autre poste. Et dans son cabinet, on était à 46, 23 femmes et 23 hommes. La parité était respectée jusque-là. Absolument. Déjà ça, je me suis dit, je m'engage sans réfléchir parce que c'est très rare de voir dans un parti politique, avec un homme qui a du pouvoir, comme lui, de tenir à ce que la femme ait sa place à sa table, au même titre que l'homme. Donc ça, c'était vraiment déjà quelque chose de très bien. Bon, au niveau politique, lors des campagnes, on a insisté pour qu'il y ait plus de femmes, mais bon, les femmes sont encore un petit peu attirées. Mais sur les listes, les femmes étaient aussi nombreuses que les hommes. Madame, je voulais quand même vous rappeler, mais pourquoi lors de nomination de membres de la direction générale, de la direction politique du parti, les femmes ne sont pas suffisamment représentées? Nous avions constaté ça. Au moment où vous dites, lorsque vous aviez commencé avec Moïse Katumbi, c'était 23 hommes, 23 femmes. Qu'est-ce qui a fait que cette dynamique ne soit pas respectée pour la nomination de membres de la direction politique du parti? Nous en avons parlé, effectivement, nous en avons parlé parce que, bon, par rapport à l'organisation d'Ensemble, ceux qui sont considérés, ou bien il y a certaines structures qui sont représentées par les présidentes des partis qui ont adhéré d'Ensemble. Alors, la femme, il n'y a aucune femme qui est présidente d'un parti qui a adhéré d'Ensemble. Mais nous allons avoir un congrès au mois de décembre où tout ça sera tenu en compte et on va voir comment faire adhérer, qu'il y ait le même nombre de femmes qui décident que les hommes. En vous entendre parler, apparemment, vous vous sentez lésée. Ah, moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu des grands postes au sein d'Ensemble. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, je remercie le président Moïse Katumbi pour cette confiance. Je ne vois pas. Ce que je remarque, par contre, au fil de mon travail, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la motivation. Et je peux les comprendre, mais je suis... Et qu'est-ce que vous faites pour les remotiver? Il faut parler. Donc, mais beaucoup de choses vont se faire, je pense, d'ici la rentrée. Qu'est-ce qui leur manque? Comment leur redonner la confiance? Moi, j'ai la confiance, donc je peux pas parler à leur place. Mais je pense qu'on aura une grande réunion où tout le monde va parler un peu de ce qu'il lui faut pour avancer. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est une formation, des fois, c'est juste savoir comment fonctionne le parti. Et c'est des fois un petit déclic et ça va. Nous avions vu lors de la formation de l'équipe gouvernementale des Warriors, Ensemble pour la République, si je me trompe, à moins que je puisse m'aviser, vous avez 6 portefeuilles au niveau du gouvernement Sama Lukonde, mais quand nous voyons la représentation de la femme, c'est à peine une seule femme qui occupe aussi un poste de vice-ministre. Ça signifie que la femme, vraiment, vous n'êtes pas des porte-mallettes des hommes. Non, mais combien de femmes ont postulé pour ça?
Moi, je n'ai pas entendu une femme qui a postulé pour être ministre, parce que des discussions se passaient à l'intérieur des partis. Dans notre parti, Ensemble, je n'ai pas entendu beaucoup de femmes exprimer une telle ambition. Donc, quand vous ne vous exprimez pas, il ne vient pas vous chercher à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que vous vous sentez incompétente? Non, pas du tout. Pas que je me sente incompétente, mais c'était un peu une nébuleuse pour moi personnellement. Je parle pour moi, pas pour tout le monde. Mais je ne comprenais pas trop le sens de cette union sacrée. Je ne comprenais pas les objectifs. C'était flou pour moi et je ne m'engage pas dans le flou. Oh, je ne m'engage pas dans le flou, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cette tendance que lorsqu'il y a des nominations dans votre parti, parce que vous avez la responsabilité de conduire les femmes dans ces partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire pour que les tendances changent? Que là que nous voyons, s'il y a 5 ministres, vous avez au moins 2 femmes, et puis qu'est-ce que vous faites pour changer la tendance? Allez, moi je pense, personnellement, je suis contre cet arrangement entre partis. Parce que ça fait qu'on se retrouve avec des personnes, je ne peux pas dire incompétentes, mais des personnes qui n'ont pas une connaissance approfondie de leur ministère. Parce que c'est toujours entre des arrangements qui se font. On mettra quelqu'un au ministère des Finances parce que c'est un accord avec son parti, mais pas parce que c'est un financier de base. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc on se retrouve comme ça avec, bon, parce que c'est ensemble, on a droit à 6 ministres, mais 6 ministres qui seront partagés pas par rapport à leurs compétences. Moi, je parle plutôt de la représentation des femmes. Parce qu'Ensemble n'a pas respecté la parité à ce niveau-là. Moi, je suis totalement contre de mettre une femme parce qu'il faut que ce soit une femme. Moi, je veux qu'on mette des femmes qui ont la compétence, la connaissance, qui ont une expertise à partager. Vous allez dire que dans les 5 membres, donc Ensemble n'avait pas encore des femmes compétentes? Moi, je pense qu'il y a moi, je connais beaucoup de femmes. On a des professeurs, on a des juristes, des femmes qui me font... Quand je regarde, je dis waouh, mais qui ne se sont pas sentis, qui n'ont pas désiré adhérer à cette union sacrée. C'est plutôt ça. Et s'il faut vous poser la question, comment est-ce que vous évaluez les activités des femmes ministres dans le gouvernement de l'union sacrée? Parce que les femmes de la République démocratique du Congo, vous vous êtes plaints pour dire que non, les femmes ne sont pas là. Cette fois-ci, les présidents de la République actuelle, je pense qu'il y a 17% de femmes au gouvernement. Comment est-ce que vous évaluez leur participation dans ce gouvernement? Bon, moi, je leur souhaite que de réussir. Elles sont entrées dans le train alors qu'il était déjà en marche, alors qu'il avait déjà pratiquement 2 bonnes années de crise. Donc, je ne m'attends pas à un miracle. Je leur souhaite juste de donner le meilleur d'elles-mêmes. Je suis... une fanatique de F. Bazaï, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une femme très forte qui s'est beaucoup battue. Bon, moi, personnellement... Est-ce que son combat, avant qu'il soit ministre, et ce qu'il est en train de poser comme action dans les activités, est-ce que... Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises que ce n'était pas le ministère qu'il lui fallait, ce n'était pas l'environnement. Je la voyais dans autre chose, je la voyais dans la justice, par contre. Je la voyais dans la justice, elle serait un bon ministre de la justice. Un ministre femme. Voilà, que je connais pas beaucoup, mais que je connais comme ça, Maman Mutombo. Mais F. Bazaï, je la voyais bien là. Je la voyais vraiment bien là. Maintenant, ce sont, comme j'ai dit, des arrangements entre partis politiques. Donc, les gens ne se retrouvent pas forcément dans un secteur où ils excellent. C'est ça qui est compliqué. Voyons voir ce que ça va donner. Mais vous saluez quand même cette volonté des institutions de pouvoir associer aussi les femmes. Je ne salue pas, du tout. Je ne salue pas du tout. Pour moi, nous sommes 52% de femmes dans ce pays, donc nous sommes plus que les hommes. Nous sommes plus nombreuses que les femmes, que les hommes plutôt. Donc même 50%, c'est peu. Mais 50% de femmes dans le gouvernement, c'est peu. Il suffit d'ouvrir les yeux, je ne sais pas, il suffit d'ouvrir les yeux. On ne me dira pas que dans l'UDPS, il n'y a pas de femmes compétentes. On ne me dira pas qu'à l'UNC, il n'y a pas de femmes compétentes, ou au MLC. On ne me dira pas ça. Ce sont ces femmes qui ont mobilisé, qui ont fait que ces partis deviennent aussi solides qu'ils sont là. Alors quand il faut donner du pouvoir, c'est comme si c'est une histoire d'homme. Et ça doit s'arrêter. Est-ce que cela n'est pas dit parce que femmes ne votent pas femmes? Parce que quand nous voyons la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à peine, je crois, 15% des femmes, moins de 10% d'ailleurs, dans certaines législatures. Est-ce que cela n'est pas dit parce que femmes ne votent pas femmes? Ou bien, si tel est le cas, qu'est-ce que vous, Ensemble pour la République, vous allez faire pour que femmes puissent voter femmes? Mais est-ce que
les gens, les 100% des gens qui sont dans l'Assemblée nationale ont tous été votés. C'est ça aussi. Il y a des gens. Dire le contraire, il y a des gens. Non, il y a des gens qui ont été élus chez eux dans leur base, mais qui n'ont pas vu leur nom se retrouver là. Il y a eu ce qui s'est passé. On ne va pas revenir en arrière, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été lésées aussi, parce que les femmes n'ont pas eu les moyens de corrompre. Il faut le dire. Il y a eu beaucoup de corruption et les femmes n'ont pas beaucoup de moyens de corrompre. Donc elles ont été lésées, elles ont été lâchées sur le chemin. La vie continue, la politique continue, mais cette politique doit s'arrêter à un certain moment. Quelle politique Cette politique où, ben voilà, comme ce sont les hommes qui ont l'argent. Là, vous accusez la CENI. J'accuse la CENI parce que nous avons été manifestés auprès de la Cour constitutionnelle. J'étais parmi parce que j'étais candidate chez moi dans le Kouilou. Et j'ai marché avec les personnes qui ont été lésées, des personnes qui ont été injustement invalidées, puis revalidées, puis invalidées. Donc voilà, on sait comment ça s'est passé et je prie vraiment pour que ce cauchemar ne se répète pas. Voilà, vous priez pour que ce cauchemar ne se répète plus. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la sortie médiatique de Moïse Katumbi sur Jeune Afrique. Alors, vous, en tant que vice-présidente de la Ligue des femmes de Ensemble pour la République en charge des questions de communication, comment est-ce que vous avez jugé l'opportunité de cette sortie médiatique de votre président? Mais je peux que juger ça positivement. Il faut qu'il s'exprime. De toutes les façons, il faut qu'il s'exprime. Derrière lui, il a des pères et des mères de famille qui croient en lui. Donc c'est tout à fait normal qu'il s'exprime. C'est tout à fait normal qu'il ait son lot, comme on dit, son crédit de lapsus, ou son crédit d'erreur, ou son crédit je ne sais pas comment je peux appeler ça, d'erreur. Mais je ne sais pas pour autant qu'il doit se taire. Moi, pour moi, il doit parler, il doit dire ce qu'il pense et le plus régulièrement possible. Voilà. Certainement, vous avez suivi son interview sur Jeune Afrique. Est-ce que vous avez trouvé quelque part où, selon vous, vous dites que non, le président ne devrait pas dire ça, par exemple? Oui, c'est vrai que j'ai trouvé une incohérence quand j'ai lu qu'il demande qu'on pardonne à certaines personnes qui ont été accusées de détournement de deniers publics. Ça m'étonne de lui parce que c'est quelqu'un de très juste et c'est quelqu'un qui prône vraiment l'état de droit au vrai sens du terme et qu'il pense ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi il l'a dit. Moi, je me dis qu'à part entre nous, il y a des conversations qui se passent dans la haute sphère, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas beaucoup aimé ce côté-là. Est-ce que vous ne pensez pas que Moïse Katumbi a voulu plutôt penser à la réconciliation? Et puis, après tout ce qui s'est passé, il faut oublier la page de l'histoire, qui risque peut-être de nous amener dans une situation encore plus difficile. C'est tout à fait ça. Je pense que dans sa conscience à lui, c'est ça, c'est aller de l'avant. Mais vous savez qu'il y a déjà le dossier Matata Ponyo qui est là sur la table. Il a nommément vanté Matata Ponyo. Et voilà, donc ça a frustré certaines personnes. Nous savons ce qui se passe. Moi, je sais, je le dis tout haut. Kamerhe est en semi-prison. Parce que de sa prison où il a une place dans l'Union sacrée. Il tweete en permanence, il nous gaffe de tweets. Il s'exprime comme quelqu'un qui est en liberté. Il ne s'est jamais exprimé comme quelqu'un qui a regretté d'être un mauvais modèle pour la population. Donc, ce genre de personnes, moi, par rapport à ma génération, parce qu'il y a un problème générationnel aussi, je ne pourrais pas travailler avec ce genre de personnes. Je ne pourrais pas... ne pas pardonner, c'est trop dire. C'est vrai qu'il faut pardonner, mais il faut qu'il paye aussi. C'est ça. Et que pensez-vous à certaines personnes, certains acteurs politiques qui pensent que Moïse Katumbi a voulu plutôt séduire les camps Kabila? Pour moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? Ce sont tous des fils du pays, ce sont tous des enfants du pays. Allez, être en bon terme avec Kabila n'est pas un avantage ou comment je peux dire, un droit seulement à un camp politique. Tout le monde s'entend bien avec le camp Kabila. Tout le monde s'entend bien avec le camp Kabila. Donc ce n'est pas seulement ensemble. Mais quand c'est Moïse Katumbi qui fait quoi que ce soit, qui bouge, qui parle avec Kabila ou qui parle avec un proche de Kabila, on en fait tout un tollé. Mais tout le monde parle bien avec Kabila. Kabila vit ici au Congo. Il vit ici, il vient, il se balade, il vit en toute liberté. Il a été pardonné, totalement lavé.
dans ce pays. Ce que nous ne pouvions pas imaginer en allant aux élections en 2018. Il a été pardonné, mais si lui, il est pardonné, pourquoi on s'acharne sur certaines personnes et on laisse d'autres? Pourquoi? C'est ça que... Et vous pensez que les gens s'acharnent sur Moïse Katumbi? Absolument, absolument. À chaque moment. À chaque moment, n'importe qui peut mettre n'importe quelle bêtise sur Internet, sur la toile, et il ne sera pas inquiété. Mais quand c'est une personne qui travaille avec Moïse Katumbi, qui est d'ensemble, ou qui interprète une parole de Moïse Katumbi dans le bon, mais vous allez voir comment la toile, les gens vont se déchaîner sur vous. Est-ce que vous ne pensez pas que certains acteurs politiques, pour ne pas les citer, s'acharnent de Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi, dans ses interventions, il donne un peu une vision contraire par rapport à la vision de l'union sacrée? Bah écoutez, Moïse Katumbi, c'est un homme de paix. C'est vraiment un homme de paix, mais pas un homme de paix qui fait semblant, comme on voit certains politiciens, dire qu'ils veulent la paix alors qu'ils ne savent même pas comment la trouver. C'est vraiment une personne avec qui je parle, qui est vraiment un homme de paix, et souvent ça m'énerve. Parce que moi je me dis que bon, il faut de temps en temps... Vous aimez la guerre? Non, de temps en temps, mais qui veut la paix prépare la guerre. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc à un certain moment, il faut une certaine agressivité. Mais c'est quelqu'un qui est vide d'agressivité. Il n'a aucune agressivité en lui. Il n'a aucune arrière-pensée en lui. Et c'est normal qu'il dise ce qu'il pense. C'est normal qu'il dise ce qu'il pense par rapport à la situation actuelle. Il ne va pas commencer à embraser les médias ou Internet juste parce qu'il a envie d'avoir du buzz ou avoir des likes comme le font les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal, Moïse, dans l'union sacrée, mais lorsqu'il intervient dans les médias, c'est la question que j'avais posée. Vous, d'ailleurs, quand Moïse Katumbi propose une idée contraire par rapport à la vision de l'union sacrée, ça vous fait quoi? Comment est-ce que vous vous sentez? Mais c'est quoi d'abord la vision de l'union sacrée? Moi, j'aimerais bien la connaître. Vous êtes allé adhérer sur une histoire qui n'a pas de vision. Ce n'est pas une histoire qui n'a pas de vision. Nous, on a été séduits, je le répète, par les déclarations du chef de l'État disant qu'il allait faire tous les efforts en son pouvoir pour instaurer un vrai État de droit, pour que les Congolais vivent tous au même pied d'égalité devant la loi. Donc on a adhéré, on a été séduits par ça. Maintenant, ça ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent plus réfléchir. Comment y arriver? Ça n'a pas été défini. Moi, je n'ai pas entendu ça. En tout cas, je ne peux pas raconter des histoires ici. Je n'ai pas entendu. C'est vrai qu'on peut avoir une vision, mais les moyens d'arriver à que cette vision soit réelle, il faut en parler. On n'en a pas parlé, ça a été vite fait. On voulait la paix, on voulait l'unité, on voulait continuer à construire ce pays. Donc on a adhéré. Mais jusque-là, les gens ont le droit d'être dans l'union sacrée et d'avoir une opinion sur un point qui est différent. C'est ça la liberté, au fait. Voilà. Et je sais que vous participez dans de grandes réunions des Ensemble pour la République. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les relations que Ensemble pour la République entretiennent avec les partenaires de l'union sacrée? C'est ça les problèmes. Parce qu'on vous accuse d'être des traîtres. Bon, quand vous parlez d'Ensemble, il faut dire que bon, Ensemble, c'est beaucoup de leaders. Oui, beaucoup de Moi, leaders. je répondrai au nom de mon président, qui est mon leader direct, parce que je ne fais pas partie d'un autre parti souche qui a adhéré dans Ensemble. Moi, j'ai travaillé avec lui directement dans le cabinet et maintenant, je suis dans la Ligue des femmes. Donc, je pense qu'il n'a pas de temps à perdre à être hypocrite envers qui que ce soit. Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps, comme je dis toujours, lui, il a la vision, il a la provision. Il n'a pas le temps de commencer à faire semblant d'être gentil ou d'aimer ou de ne pas aimer. Il a eu une proposition pour être Premier ministre. Il a dit non, il a pris son avion, il est parti. Donc, il n'a aucun intérêt à flatter ou à tromper ou à donner une image qui n'est pas vraie. Donc, il n'a vous aucun voulez dire intérêt. que les relations sont tendues? C'est pas tendu, elles sont normales. Donc, ça veut dire, c'est comme dans un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Et puis, on essaye de s'entendre pour le bien des enfants. Mais pourquoi vous êtes opposé Ensemble pour la République? C'est toujours vous, à l'union sacrée. Vous êtes vraiment les contrepoids. Vous faites l'opposition, c'est ce que les gens disent, c'est que certains de vos adversaires politiques disent. Vous faites l'opposition au sein de l'union sacrée. Pourquoi vous vous êtes opposé? Vous avez entendu d'abord votre avis sur tout ce que nous voyons, sur les comportements des confessions religieuses pour la désignation du nouveau président de la CENI. En tout cas, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, Moïse Katumbi est un homme de paix. C'est un homme de paix. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'engager dans un conflit quelconque. Là,
On a fait confiance aux confessions religieuses. Personnellement, je trouve qu'on ne peut pas laisser de vide. La politique de la chaise vide, c'est quelque chose que je désapprouve totalement parce que, bon, on a vu ce que ça a donné en 2011 avec feu Étienne Tshisekedi. Donc, pour moi, la politique de la chaise vide, c'est pas une bonne idée. Maintenant, il a des conseillers. Il a des conseillers et je pense qu'il sait pourquoi il a préféré se tenir à distance par rapport à ça. Mais ça n'empêche que nous espérons que la CENI pourra s'organiser et nous organiser des élections apaisées, transparentes. Vraiment le plus transparent possible. Vous souhaitez qu'Ensemble pour la République doit revenir sur la table de discussion avec ses partenaires pour voir comment est-ce qu'envoyer les membres à la CENI parce que la politique de la chaise vide ne paye pas selon vous. Je le souhaite vraiment et surtout qu'il n'y a aucune femme. Dans toute cette organisation-là, dans toute cette discussion-là, il n'y a pas de femmes. Et on sait que quand il n'y a pas de femmes, c'est le désordre, c'est un désordre organisé au fait. Et voilà, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, aujourd'hui, nous savons comment est-ce que le climat politique se comporte en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un message particulier à donner aux acteurs politiques, précisément de votre parti et des autres membres de l'Union sacrée, pour qu'un climat de paix puisse régner, afin que vous puissiez vous acheminer vers les élections? En tout cas, moi, je me réfère toujours, bon, c'est de la politique et pas de la politique, plutôt de la culture générale. J'aime beaucoup l'histoire égyptienne. Et je me dis que les Égyptiens sont nos ancêtres. Comment est-ce qu'eux, ils agissaient en temps de crise? Ils mettaient une femme au pouvoir. Parce que la femme au pouvoir, c'est la personne qui va veiller à ce que la cellule de base... On ne va pas mettre au pouvoir une femme qui ne veut pas être au pouvoir. C'est ça justement le travail que nous avons justement dans la Ligue des femmes, dans la dynamique des femmes pour le changement. C'est ça, c'est d'éveiller cette volonté-là. Les femmes, il suffit de leur dire que c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que les femmes? Les femmes sont pauvres en fait. C'est ça la réalité. Les femmes n'ont pas d'argent. Donc elles ne vont pas aller dans un combat alors qu'elles savent que j'ai en face de moi un gars qui a fait de la politique pendant 15 ans, qui a mis de l'argent de côté, qui a 10 maisons à vendre, qui a du crédit. Donc c'est la crainte. Donc vous partez en politique avec un aveu de faiblesse? Non, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est que les femmes doivent prendre confiance en elles. Savoir que comme elles sont ensemble, on a le pouvoir de les emmener où elles veulent. On a le pouvoir de les emmener où elles veulent. Moi, j'ai des très grandes ambitions. Moi, je me vois gouverneur de cette ville. Je me bats pour ça, j'y travaille. Donc moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je ferai beaucoup mieux. Je ferai beaucoup mieux que ce qui a été fait jusque-là, ça c'est sûr et certain, parce que il suffit de me suivre sur Internet. Vous allez voir, depuis 20 ans, je suis constante dans mon combat. Or, eux, quand on regarde un peu dans les archives, on voit rien d'extraordinaire, rien de waouh. Donc, les femmes doivent être soutenues. Dans les pays européens, j'aime pas trop me référer à l'Occident, mais il faut le dire, là où il y a la parité, là où il y a l'égalité, là où il y a la complémentarité entre hommes et femmes, il y a eu de la dictature. Il y a eu des obligations de respecter le même nombre. Ça ne s'est pas fait comme ça en se réveillant un jour, les hommes se sont dit, bon, les femmes sont nos pareils. Mais il y a eu des lois qui ont été là pour dire que non, les femmes doivent travailler. Et de plus en plus, vous allez voir qu'il y a des femmes d'expérience. Regardez au Rwanda, regardez dans tous les pays, dans d'autres pays africains, regardez en Éthiopie, les femmes sont là et ça change. On voit que la manière dont les femmes gouvernent, dirigent ou manipulent le pouvoir, elle est totalement différente de celle des hommes. Il faut qu'on ait vraiment un état de loi, un état de droit et non un état de pouvoir parce que ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Pour terminer, nous terminons d'ailleurs, Esme, dans la valorisation du combat politique de la femme, il faut les reconnaître que il y a des avancées en République démocratique du Congo. Bien que il y a encore beaucoup de choses, mais... Il y a beaucoup de choses. Le jour où il y aura vraiment des avancées, ce sera le jour où on n'en parlera plus. Ce sera un sujet vraiment dont on ne parlera plus. Et comme je vous disais au début, c'est ce qui m'a séduit dans Ensemble, c'est la valorisation du capital humain. Le capital humain doit être valorisé à tous les niveaux. À tous les niveaux. L'homme et la femme congolaise, c'est une richesse qui a été négligée depuis 60 ans. Et il faut que ça s'arrête, il faut qu'on ait des leaders qui ont une vision claire par rapport à l'humain. Et ça, c'est le côté que, allez, 10 sur 10, les yeux fermés, je suis. Ok. Merci, Madame Solange Mafuta.
Nous rappelons que vous êtes vice-présidente de la Ligue de femmes de Ensemble pour la République en charge des questions de communication. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ce n'est pas la dernière fois. Merci à vous. Je suis là, je suis dispo quand vous voulez. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Expression Libre. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un nouveau invité et avec de nouvelles matières. Restez branchés, nous revenons à très bientôt.